Bonjour à tous, bienvenue dans le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara. Bonjour David et bienvenue au Trublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir. Alors, lors du dernier épisode, on a parlé d'un bouquin qui te tenait à cœur. On espère que vous avez kiffé cet épisode, que vous avez survécu à son écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui me tenait à cœur également. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Solaris, donc roman culte de la littérature polonaise par Stanisław Lem, 1921-2006. Solaris, c'est un livre qui est sorti en 1961 et qui est assez ouf. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a quand même vachement marqué. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un livre qui nous marque? On contacte Clara et on voit si on peut en parler. Alors peut-être n'avez-vous pas Clara dans votre entourage, ça c'est un autre problème. En tout cas, je suis content que tu sois là pour en parler avec moi. C'est réciproque. Alors, on se lance, générique. Alors, Solaris, du coup, c'est un roman, comme je disais, absolument culte de la hard SF des années 60. Stanisław Lem, c'est un immense auteur de hard SF, et grand essayiste de son temps, qui cristallise un peu dans ce roman beaucoup de questions et de problématiques propres à la SF, et de la SF un peu de cette époque. La plus grande question étant, que ferions-nous face à l'inconnu? Le livre a été adapté multiplement au cinéma, pour le pire et pour le meilleur. On retiendra surtout l'adaptation de Tarkovsky, qui est super, même si c'est, je pense, le moins bon Tarkovsky, mais le moins bon Tarkovsky, ça reste... Un très bon Tarkovsky. Très très chaud film, ouais voilà. Même s'il détestait ce film. Et il le détestait, c'est vrai. Et en vrai, ça reste quand même un de ses moins bons, mais il est quand même très très cool. Je vais tout de suite commencer par dire ce que j'ai pensé du livre, tant que j'y suis là. Moi, j'ai trouvé que ce livre était assez ouf. Moi, j'ai aimé. Je reviens sur ce que tu disais. Je crois que c'était sur l'attrape-cœur, quand tu parlais des livres qu'on déniche, tout ça. Bon, bref, lui, c'est vraiment un livre que j'ai déniché parce que je pense que je l'aurais jamais lu si je l'avais pas trouvé dans une boîte à livres. C'est très très chaud de la part de la personne d'avoir laissé ça. Vraiment meilleur pick-up ever. En plus, je l'ai trouvé avec La Reine Morte de Monterland. Ouf! Donc c'était lourd. En vrai, là, j'ai eu gros drop. À tous les coups, c'est la même personne qui l'a déposé. Il y a de très très bon goût, cette personne, donc merci à elle, franchement. Et Solaris, encore une fois, je comptais pas le lire forcément au départ. Et j'étais quand même vachement marqué. J'ai été marqué par deux choses. Déjà, son style quand même, et surtout dans la première partie. En fait, j'ai trouvé que le livre était étonnamment lugubre, quand même très très dark, presque un peu gothique. Je m'attendais pas à un truc comme ça, aussi gothique, aussi sombre, et ça, j'avoue que ça m'a vachement focus. Et après, petit à petit, dans l'histoire, j'ai trouvé que les questionnements qui mettaient en œuvre étaient quand même vachement intéressants. Et je me suis dit, c'est quand même un sacré livre de SF que j'ai trouvé quand même très riche philosophiquement, et également assez élégant. Je trouve qu'il va pas trop il fait pas trop de fautes de goût, je trouve. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est un petit peu anticlimatique, on va voir ça, mais il est quand même assez riche et assez élégant. Je sais pas si on peut dire ça d'un bouquin, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que c'est Solaris pour toi? Alors, moi, Solaris, je l'aime et En fait, j'ai un avis un peu ambigu sur cette œuvre, c'est-à-dire que j'aime énormément toutes les questions philosophiques qu'elle contient. C'est-à-dire sur l'autre, voilà, après, c'est des questions qui sont aussi intrinsèquement liées à l'auteur, parce qu'il est polonais. J'en parle plus tard, mais c'est vrai que ça crée un paysage d'écriture assez particulier qu'on sent, et on a traité dans le podcast plusieurs SF, et donc on peut comparer la SF polonaise. Du coup, on était en 61, donc c'était début du mur de Berlin. On a eu des migrations entre l'Ukraine et la Pologne juste après la Seconde Guerre mondiale. Lem il a fait partie de la résistance, et du coup, avec son pendant SF écrit sous l'Union soviétique, qui dit Union soviétique, URSS, etc., dit censure. Tarkovsky, pour la petite anecdote, il a été primé pour cette adaptation, mais il a dû, pour pouvoir présenter le film, opérer 48 coupures dans le film. Ah ouais. Il faisait 5 48, voilà, c'est très précis. C'est le film coupé, ça? Okay. Oui. Et Lem, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, il y a plein de choses liées à l'Union soviétique dans le livre, et il en fait une critique. Enfin, on sent l'URSS comme une ombre sur le roman et
et il arrive à en faire une critique tellement subtile que c'est passé entre les mailles du filet. Et je pense que c'est pour ça que j'aime cette œuvre qui est hyper intelligente, hyper élégante. Après, j'ai moins accroché avec le style. Okay. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça c'est un parti pris de plus analyser l'œuvre que je ne la raconte, mais parce que c'est un plaisir de fou à raconter. Ouais. Enfin, à analyser. À développer, je suis d'accord. Trop bien. Et plus on s'y penche, enfin, moi, ma première lecture, elle m'avait laissé un peu, pas déçue, mais j'étais un peu, pas sur ma faim, mais voilà. Et en le relisant et en analysant, vraiment, là, je me suis dit, mais putain, en fait, il est brillant ce roman. Je suis assez d'accord avec toi. Ma première lecture, c'est pareil, j'ai eu c'est un livre qui m'a quand même touché, qui m'a marqué et tout, mais pas autant que je l'aurais espéré aussi. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai été happé par ce style et tout. Moi, j'avoue, j'ai aimé le style, mais au début, et je trouve qu'en fait, le livre, il va pas exactement là où on pense qu'il va aller, et il est quand même assez anticlimatique ou quoi. Et j'avoue que moi, sur la fin, j'étais un peu sur ma fin, j'étais en mode, ouais, d'accord, ça va là. Mais on dirait en fait que l'auteur lui-même, petit à petit, il en a eu marre de raconter une histoire. J'ai l'impression qu'il y a ça, qu'il voulait plus développer des réflexions philosophiques, tout ça. Il y a un peu ça, je trouve que le livre se met plus ou moins en pause au bout d'un moment, et on va ailleurs. Et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il est plus intéressant à analyser qu'à, je pense, raconter. Ouais. C'est ça, et preuve en est, moi je me dis, c'est pas un de mes livres préférés, et pourtant c'est un des livres auxquels je pense le plus. Ça fait partie de ces livres où je pense beaucoup. Je me dis à ce qu'il veut raconter, à ce que... Tu vois, je me dis, rien que ça, c'est réussi en fait. Je me dis, finalement aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour moi, c'est le contexte de la SF lui permet d'aborder ces questions-là, qu'il ne pourrait pas aborder dans un autre contexte, surtout celui qui est le sien, donc le contexte politique, culturel, etc. Ouais, de ouf. Alors, on va commencer le racontage. Avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre les petites étoiles, et puis let's go. Le sas d'amarrage s'ouvre lentement. Kelvin sent immédiatement l'odeur métallique et réfrigérée du métal chauffé par les cycles de vie artificiels de la station. Le claquement des portes, le sifflement de l'air recyclé, tout résonne comme un écho dans les couloirs vides. Il pose ses mains gantées sur la paroi métallique, chaque vibration lui transperçant les doigts comme si la station elle-même évaluait sa présence. La lumière fluorescente zèbre les murs de teintes bleuâtres et verdâtres, reflétant un univers aseptisé et inquiétant, presque clinique, mais étrangement vivant. On est donc dans une espèce de capsule et on comprend que ce Kelvin, il est envoyé vers une station. On l'appelle la station Solaris, au-dessus d'une certaine planète qui s'intitule Solaris. La capsule descend, il passe les nuages, tout ça, il voit enfin l'immense boule solaire qu'est la planète. Personne ne répond, puis d'un coup il reçoit un message, vous êtes sous contrôle, préparez-vous à l'atterrissage. Il remarque que ce n'est pas un humain qui lui parle, mais un robot. Il dit ok, d'accord, il n'y a personne qui me parle, super. La capsule se pose sur la station, et puis Kelvin il sort, et il est seul. Et il commence à explorer la station. Là, je trouve que moi, dans le style, ça m'avait plu à ce moment-là, c'est que on est tout de suite, c'est un début in medias res où en fait, il n'y a pas tant d'explications que ça. On est tout de suite avec le personnage, et on arrive dans cette station qui, du coup, est vide. Alors Kelvin, il marche, et puis il constate qu'elle semble abandonnée, quoi. Il y a des déchets partout, il y a des taches d'huile. Et puis il continue à s'enfoncer dans le bâtiment. Et puis par hasard, il finit par croiser quelqu'un dans un fauteuil, un certain Snout, qui est un spécialiste de la cybernétique. Oui, je voulais juste rassurer. Je voulais juste te rassurer qu'il a l'air étrangement vide et en même temps, on a l'impression que la station a une vie à elle. Il y a un malaise qui commence à amplifier lorsqu'il déambule dans les couloirs qui ont l'air vides. Mais, et c'est ça qui est très bizarre, c'est le strange que développe Stephen King, c'est-à-dire on a quelque chose dans notre quotidien qui a changé, de telle sorte qu'on sent un malaise poindre, mais on n'arrive pas à connaître l'origine de ce malaise. Ouais, en fait, c'est vraiment le petit pois sous le matelas. Il y a un truc qui va pas, mais on n'arrive pas à savoir quoi. C'est bien dit ça, le petit pois sous le matelas. Et en fait, on a l'impression que la station est habitée par autre chose que des êtres vivants, dont pourtant on a des traces. Oui, c'est ça. Et là, du coup, il croise ce Snout, et Snout, il semble un peu bourré, tout ça. Donc les deux, ils ont un échange un peu bizarre. Snout ? Quoi ? Moi, j'ai pas Snout, il s'appelle Snow dans ma version. Ah ouais ? Ouais. Mais alors... Ah bah, oh. Pour revenir sur les noms, ça a une vraie importance parce que dans aucune des éditions, les personnages ont les mêmes noms. Et parce que ça soulève des problématiques différentes. Allez, non. Ouais. Allez. Ouais, parce qu'en fait... Révélation en direct, je savais pas. C'est que... Alors, en fait, les prénoms ont des sonorités qui ont un impact en fonction de notre culture, de notre langage, etc. Okay. Et que du coup, les éditeuristes et les traducteuristes ont fait en sorte que ça
s'adaptent peu ou prou à des problématiques locales en fait. Par exemple, certaines sonorités sont plus adaptées au polonais, mais vont pas avoir le même retentissement dans une autre langue. Et du coup, ils ont encore modifié ça, et je trouve que c'est brillant aussi vis-à-vis de l'œuvre, et encore une fois, de à quel point cette œuvre est liée à son environnement politique et culturel. Waouh, ok. Voilà. Moi j'ai Snow du coup. Snow, Pourquoi il a un prénom anglais? Je ne sais pas. Mais pour moi c'était Snow. C'est Snot, d'accord. Putain, Snot. Vraie révélation en direct, je ne savais pas du tout ça. Mais tu vois, ça change de fou entre Snot et Snow. Ok, je savais pas. Et Snow comme la neige, S-N-O-W. Ouais. Mais Snot il a plus de caractère alors que Snow il est... Ouais, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est fou ça. Et en même temps, a-t-il du caractère ce Snot? Pour moi, c'est plus un Snow au final. C'est... Bon, waouh. On vient d'arriver sur la station, les amis. Hein. Bon, en tout cas, il croise ce Snow qui a l'air bourré, il est dans son fauteuil et tout. Et puis, tu vois, Snow au départ semble avoir peur de Kelvin, et puis d'un coup, il se calme. Puis Kelvin lui dit qu'est-ce qui se passe, que t'es malade, vous êtes malade et tout. L'autre, il est en mode non. Puis Kelvin lui dit où est Jibarian? Alors moi, il s'appelle Jibarian, le gars. Jibarian. Ouais, j'ai aussi. Ah, lui, tu l'as, lui. Ouais. Snow se met à rire, il lui dit mais qu'est-ce que tu lui veux à Jibarian, tout ça. Le narrateur il est complètement décontenancé par cet échange, il est en mode mais attends, mais c'est trop bizarre, je m'attendais pas à ça. Là j'arrive dans une station qui est vide et je tombe sur un gars bourré qui me dit ouais non, mon collègue il est même pas là, tout ça. Kelvin commence à s'énerver. Hein. Kelvin est psychologue. Kelvin est psychologue, c'est vrai, il arrive dans la station et il est psychologue. Et Snow s'excuse un peu, il dit bon pardon excuse-moi, je m'attendais pas à voir quelqu'un. Et juste je termine ça en disant que derrière Snow il y a une fenêtre et on voit l'océan de Solaris. Il faut savoir que sur Solaris, il y a un immense océan, on va revenir dessus. Mais là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur cette espèce d'inquiétante étrangeté qui était derrière. Et je trouve ça génial, en fait. Souvent dans le livre, en fait, la narration va mettre pause et le narrateur va décrire cet océan qui passe derrière. Je cite. « Derrière la vitre bombée de la fenêtre, l'océan était animé d'un mouvement régulier. » Point. Et je trouve qu'en quelques pages, déjà, le roman arrive à poser une ambiance un peu lugubre qui prend aux tripes. Ce vaisseau semble hanté par un étrange océan qui bouge derrière les fenêtres et qui est en même temps inoffensif. Bref. Et en même temps, tu parlais d'une architecture, enfin d'un style gothique, mais on en a des traces dans cet océan, parce qu'il dit, alors là je le cite pas, j'ai paraphrasé, c'est « Des structures émergent et disparaissent, tentacules fluides, cathédrales de lumière liquide, formes symétriques et asymétriques, impossibles à cataloguer. L'océan semble respirer, penser, mais sans visage ni volonté. Il existe simplement, et cette existence brute ébranle la raison humaine. » Ouais, c'est super beau. Je trouve que quand même il arrive à faire parfois des petits moments comme ça, genre super beau. Mais voilà, donc rencontre avec ce Snow et cet océan derrière. Alors, où est Jibarian, le scientifique, qui vient voir Kelvin, parce qu'ils sont amis de longue date? Eh ben, Jibarian s'est donné la mort récemment, et son absence pèse dans chaque laboratoire. Le suicide n'était pas seulement un événement tragique, puisqu'il incarne l'impuissance de la science face à l'incompréhensible. Ça, on va le voir après. Mais il faut savoir que cet observatoire-là, donc ils sont 3 maintenant, c'était un observatoire qui était plein de monde avant. Et on sent vraiment un mouvement de bascule. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, on comprend que ce Jibarian s'est suicidé, on sait pas encore trop pourquoi. Et bon, Kelvin décide de bouger. Hein. Et juste avant de quitter Snow, Snow, il lui envoie cette bombe quand même. Il lui dit, je cite, « Si tu vois quelqu'un d'autre que nous 3, ne fais rien. » Ok. Si tu veux pas me faire flipper, me dis pas ça, frère. Si, c'est trop bizarre. Ok. Les vaisseaux des fantômes. Et de la mer. Voilà, mais je trouve que... En tout cas, là, on arrive sur la fin du chapitre, et moi, je me dis, j'ai rarement vu un chapitre aussi efficace, hein, je me répète, mais je trouve qu'il y a ce côté immédiat stress, tout ça. Mais il y a tellement peu de contexte, et il y a tellement ce truc gothique, tu vois, ce château hanté, presque déjà, et alors je spoil déjà la suite avec le mot hanté, mais il y a quelque chose qui se rapproche du fantôme dans cette histoire, on va le voir. Mais assez dingue, quoi. Donc... Kelvin erre un petit peu seul dans la station. Il essaye de tout observer, puisqu'il voit Snow qui, au début, bidulait un petit peu. Bon, il était... Enfin, bidulait, non, bidouillait. Pas du tout les mêmes mots, mais même si ce sont 2 mots très rigolos. Donc, il regarde tous les instruments, chaque bibliothèque qui est remplie de catalogues et de notes. Et la solaristique, puisque c'est le nom de la science qui étudie Solaris, s'offre à lui sous forme de chiffres, de graphiques, de descriptions détaillées de phénomènes qu'aucune logique humaine ne peut épuiser. Et lui, donc, l'océan qu'on voit à travers les hublots, reste impassible, presque indifférent. Clairement. En fait, à ce moment-là, Kelvin va lire
des bouquins, des documents sur ce que tu dis, la solaristique. Je trouve qu'il y a ça très souvent dans le livre, alors c'est parfois un petit peu barbant aussi. C'est qu'en fait, le livre va nous mettre des pavés de lore d'un coup. Tu sais, on n'a rien demandé, on est dans l'histoire, j'ai envie de savoir ce qui se passe, et là, d'un coup, genre, Kelvin, il se pose, et il lit l'histoire de Solaris. C'est en mode... Oh putain, on peut pas le lire après, ça. Mais voilà. Mets-le en annexe. Oui, c'est ça, mets-le en annexe. Il va faire ça souvent dans le livre, mais c'est aussi intéressant parce qu'en fait, on voit, et là c'est la logique très très scientifique, je trouve, de Stanislas Lem, ce truc très hard SF, où il va être très... Il y a une grosse rigueur parfois, tu vois, il va dire, bah là, je vais t'expliquer ce que c'est que Solaris tout de suite. Et là, bon voilà, il explique, hein, Solaris a été découverte il y a 200 ans, il y a plein de scientifiques qui se cassent le crâne, se cassent la tête dessus, en fait, parce que personne n'arrive à savoir ce que c'est Solaris. Et bah, petit à petit, l'idée se fait qu'il y a de la vie sur Solaris, mais que cette vie-là, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et on se demande même si c'est pas Solaris elle-même qui est une forme de vie. Et petit à petit, ils vont mettre un mot sur ça, ils vont l'appeler le métamorphe. Donc en fait, cet océan, cette planète, entre guillemets, bah, serait peut-être une chose, quelque chose de vivant, quelque chose qui est vivant. On comprend que l'océan réagit, et puis voilà, au fur et à mesure de ses lectures, bah, Kelvin comprend qu'il y a eu plein d'études différentes, des accidents, on va revenir dessus, voilà, des gens qui se sont cassés les dents, d'autres qui se sont perdus dans l'océan. Au fur et à mesure des expériences, les scientifiques se sont rendus compte que quand ils immergeaient des choses dans l'océan, ben, parfois, de manière arbitraire, des choses ressortaient de cet océan, reproduits. On ne sait pas trop pourquoi, mais on ne sait pas si c'est des mirages, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est des mirages, quelque chose, mais en tout cas, il semble que l'océan réagit en créant des choses qui ressemblent aux nôtres. Voilà, c'est la seule chose que l'on sait sur Solaris. Donc, il continue ses interactions avec les deux autres scientifiques. Snow continue ses relevés sans interruption, il effleure les boutons, il effleure les cadrans avec un rythme quasi hypnotique. On a Sartorius qui s'isole de plus en plus, donc c'est un autre scientifique dont on n'a pas parlé jusque-là, mais il est là, Sartorius est là, et il commence à s'isoler de plus en plus, il déplace des chiffons, il déplace des instruments, pour essayer de créer un espace de sécurité mentale, enfin du moins ça y ressemble. Ouais. Et Kelvin commence à ressentir la solitude qui imprègne chaque couloir. Les gestes répétitifs des autres scientifiques, leur concentration qui est quasiment mécanique, deviennent pour lui un miroir, c'est-à-dire le reflet de sa propre peur et de son incapacité à comprendre l'océan qu'il a tout le temps devant les yeux à travers le hublot. Ouais, alors Kelvin, bah, comme tu dis, il fouille un peu de partout, tout ça. Au bout d'un moment, il trouve une petite lettre qui lui est adressée, qui est incompréhensible, hein. Il y a marqué supplément Han Sol volume 1, vote séparate messenger, je sais plus quoi, vous voyez des trucs. Mais ce message se termine par le mot petit apocryphe. Donc, pour l'instant, il est en mode d'accord, je sais pas ce que c'est, bon. Il trouve également un petit magnétophone hein, qu'il récupère, puis voilà, et puis il retourne dans les couloirs, et puis là, dans les couloirs, il marche, et d'un coup, il voit quelqu'un qui arrive. Une immense femme passe à côté de lui. Elle le calcule pas. Alors lui, il est terrorisé, quoi. Il la regarde passer, puis voilà, elle passe. Lui, complètement tétanisé. Il finit par se remettre en route pour aller voir Snow. Snow voit que Kelvin est un peu perturbé, quoi. Il dit ça va, tout chill, tout va bien. Et puis Kelvin, il est en mode oui, ça va. Bon, Snow voit bien que Kelvin il est en susu, quoi. Au bout d'un moment, il lui dit mais attends, t'as vu quelqu'un ? Est-ce que t'as vu quelqu'un ? Et puis oui, Kelvin n'en peut plus de garder ça pour lui, et puis il dit « Écoute, il y a quelqu'un d'autre dans la station. » Donc tu dis « Tu l'as vu ?» Et puis il finit par expliquer ce qu'il sait. « Écoute, il ne s'agit pas d'un mirage, mais d'un être réel que tu as vu. Quelqu'un qu'on peut toucher, que l'on peut blesser. » Là, on revient sur ce qu'on disait au début, sur ce côté gothique. Ben là, c'est quoi ce qui vient de se passer ? Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est... On sait pas. Mais c'est une scène un peu de ouf, quoi. Kelvin, du coup, continue à errer dans la station, puis il décide d'aller voir Dr Sartorius. Alors Sartorius, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un des 3 gars qui est sur cette station aussi, hein, qui est devenu complètement erratique. Il toque à la porte de Sartorius, et Sartorius lui dit « Oui, j'arrive ». Et puis il entend plein de bruit dedans. Je cite « Je n'en croyais pas mes oreilles. Une série de tout petits pas, le trottinement d'un enfant, le piétinement serré, précipité d'une paire de jambes minuscules. » Ok, complètement ouf. Kelvin, il a commence à avoir un peu peur, il retoque à la porte, et puis finalement, derrière la vitre, des rideaux s'ouvrent, et c'est Sartorius qui dit « J'ouvrirai, mais vous devez me promettre de ne pas rentrer. » D'accord ? Donc Sartorius finit par entrouvrir la porte, et à parler avec
Kelvin. Kelvin, il comprend rien, il est comme le lecteur à ce moment-là, il est en mode « mais qu'est-ce qui se passe dans cette station, putain ?» Et Satoru lui dit « bon, allez-vous-en, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, partez. Descendez, je vous rejoindrai plus tard, je ferai tout ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, partez. » Et puis il finit par pousser quelque chose derrière lui, on sait pas ce que c'est, puis il ferme la porte. Et enfin, quand Kelvin recroisera Snout, Snout lui dira « alors, Satoru a des visiteurs ?» Et Kelvin dit « mais comment ça des visiteurs? Qu'est-ce que c'est que des visiteurs ?» Et Snout lui dit « tu en auras bientôt, tu verras. » Et on est déjà bientôt, puisque la première apparition d'Arrêt bouleverse la station. Mais qui est Arrêt ? Elle apparaît dans la chambre de Kelvin, tangible et réelle, mais tirée de sa mémoire. Chaque détail de sa présence est minutieusement perçu par Kelvin. La lumière sur sa peau, le mouvement de ses cheveux, l'expression exacte de son visage, son regard qui semblait reconnaître l'homme qu'il était devenu. Et là, je cite, « Elle était là, telle qu'elle avait été, non pas revenue d'entre les morts, mais ressuscitée de ma mémoire. » Et là, cette apparition, elle transforme l'expérience scientifique en confrontation intérieure. Solaris n'est plus seulement un laboratoire, mais c'est un miroir de la conscience dans lequel chaque geste, chaque regard, chaque pensée de Kelvin devient un objet d'analyse et un instrument de vertige. Il faut savoir que Harry n'est pas n'importe qui. C'est une femme, c'était la compagne de Kelvin, qui s'est suicidée après une dispute 10 ans auparavant. Ouais. Là, c'est un truc de fou, du coup. Elle est dans la pièce avec lui, et lui, il n'en croit pas ses yeux, il est en mode « attends, mais c'est ma femme ». Le narrateur revient sur le suicide dont tu parles de Harry, et on comprend que Kelvin a sa part de responsabilité là-dedans. Je cite « Les gens ignoraient ce que je lui avais dit 5 jours plus tôt. Ils ignoraient que, pour l'atteindre plus cruellement, j'avais emporté mes affaires, et qu'elle, au moment où je bouclais mes valises, elle avait demandé très tranquillement « Tu sais ce que ça signifie ?» Et moi, j'avais fait semblant de ne pas comprendre, alors même que je comprenais. Mais je jugeais qu'elle était lâche, d'ailleurs, je lui avais dit. Donc là, on comprend un truc assez ouf, voilà, c'est que dans le passé de Kelvin, il s'est passé un truc de dingue, hein, c'est que sa femme s'est suicidée, et que lui, il a sa part de responsabilité là-dedans, parce qu'il l'a abandonnée à un moment où elle était en détresse. Je trouve que c'est un passage quand même très très sombre à ce moment-là, tu te dis, d'accord, je savais pas grand-chose sur toi, Kelvin, mais là, ça, waouh, c'est fou, et c'est la première fois qu'on voit un petit peu les entrailles de ce narrateur, là, de ce personnage qui est quand même assez presque inintéressant depuis le début, hein, c'est juste un pion, à ce moment-là, il est comme le lecteur, il connaît rien, il comprend rien, voilà, et là d'un coup tu te dis, ok, t'as un truc dans ton passé qui est assez fou. Oui, c'est vrai que jusque-là, c'était une paire de jeux à travers lesquels on découvrait la station, en fait. Hein. Ouais. Il était assez contemplatif. En fait, ouais, je trouve qu'en fait, le début de ce livre, il y a un côté un petit peu point and click, jeu d'ordi, tu sais, en mode, tu double-cliques sur le bureau, t'y vas, tu cherches, tu reviens, il est en mode point and click au début. Et en même temps, ça me fait vachement penser au début de Lumière cendrée. Ah ouais, dedans. Dans la construction, c'est-à-dire qu'il arrive dans le train, et ensuite il est là, et c'est vraiment hyper contemplatif. Alors il y a ça, pourquoi il y a ça? Excusez-moi, bonjour, vous qui habitez sur la Lune, comment ça se passe? Et moi je trouve qu'on a vraiment et en même temps c'est normal, Clark, c'est le maître de la hard SF, et d'ailleurs, Solaris est considéré comme le pendant soviétique de 2001 l'Odyssée de l'espace. Okay. Ils étaient en compétition. En même temps... pourquoi pas, hein, c'est vrai que on n'est pas loin de ce truc-là. Hein. Oui. Il y a à la fois la rigueur scientifique de quelqu'un qui étudie l'espace, machin, mais il y a aussi cette espèce de profondeur intérieure qu'on peut retrouver dans 2001. À ce moment-là, du coup, il y a Harry dans la pièce, lui, encore une fois, il n'en croit pas à ses oreilles, il se pique pour être sûr qu'il rêve pas. Non. Et elle a l'air complètement normale, en fait. Elle est en mode, est-ce que j'ai été malade ? Lui répond, ouais. Elle lui dit, nous deux, on en est où ? Il est en mode, ça va, on est ensemble, tout va bien. Il décide de partir, il est un peu tétanisé. Et elle refuse de rester seule. Elle insiste, et lui, il est en mode d'accord, il lui donne des somnifères pour qu'elle s'endorme. Je cite, « Je ne m'abusais plus, ce n'était pas elle. Pourtant, je la reconnaissais à ses moindres habitudes. L'horreur me nouait la gorge, et le plus affreux, c'était que je devais ruser, faire semblant de la prendre pour Harry, alors qu'elle-même, de bonne foi, croyait être errée. J'en avais la certitude, si aucune certitude pouvait encore subsister. » Terrible. Cette rencontre, elle est terrible. Elle est terrible, elle est tellement inattendue. C'est surtout qu'on est encore une fois, on est dans de la hard SF, donc on est sur une planète... on est effectivement sur un vaisseau, sur une planète extérieure, etc. Mais on s'attendrait à voir des extraterrestres. C'est clair. Ces fameux visiteurs, c'est les visiteurs venus de l'espace. Ouais. Et non pas l'autre
Mais je trouve que ça, j'en parle après, mais c'est une manière de concevoir le monstre à un instant T de l'histoire. Regarde, quand Vonnegut, dans Abattoir 5, parle des aliens, les aliens, ils n'existent presque que pour expliquer sa vision du temps. Tu vois, et c'est, entre guillemets, l'autre. Sauf qu'on a une histoire du monstre. C'est qui est le monstre, à quel instant de l'histoire, et comment il se transforme. C'est-à-dire qu'on avait les vampires, par exemple, qui catalysaient nos peurs. Et c'était la peur de la maladie, par exemple. Enfin, ça a été la peur de la maladie, ça a été la peur du vice, de tout ce qui était amoral, etc. Et ensuite, c'est devenu un objet de désir. Donc, tous ces monstres évoluent. Et en fait, on avait avant dans la littérature de vraies figures monstrueuses, c'est-à-dire de vrais monstres tels qu'on imagine ceux qui sont sous nos lits. Et progressivement, après les guerres mondiales, ces monstres-là ont pris un visage humain, et ça on le voit déjà un peu avec Otto Dix sur ses tableaux. Ce sont des figures monstrueuses qui pourtant ne sont pas des monstres, et en fait on a interchangé les choses, et on le voit dans la culture populaire par exemple. Il est sorti sur Netflix là il y a très très récemment un film documentaire sur un tueur en série qui s'appelle Monstre. Et en fait, voilà, progressivement, le monstre devient humain. Mais si le monstre devient humain, c'est parce que nos peurs ont changé et que du coup, le monstre devient un catalyseur de nos peurs. Donc, dans ce cas-là, que dit l'extraterrestre de nous ? Et en fait, voilà, nous, on s'attendrait à un autre. Enfin, dans certaines œuvres américaines, l'extraterrestre, c'est aussi une vision des Russes. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un peu déroutant dans un truc de hard SF. En fait, le monstre, c'est un autre moi-même. Ouais, et il y a ce truc qui reste encore flou à ce moment-là du roman, et qui d'ailleurs le reste flou jusqu'à la fin, c'est que qui est l'extraterrestre ? Parce qu'en même temps, Harry, ses visiteurs... Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont des émanations de Solaris ? Est-ce qu'ils sont des envoyés de Solaris ? Est-ce qu'ils sont des morceaux de Solaris ? On ne sait même pas ce que c'est vraiment. Ouais. Donc en fait, c'est encore plus déroutant. On va revenir là-dessus plus tard, mais comme tu dis, il y a ce côté vraiment... on est loin de tout code qu'on pourrait maîtriser, je trouve, à ce moment-là. En tout cas, Kelvin décide de lui donner un somnifère, elle le boit, ça fait rien. Donc il dit, bon mais viens avec moi, lui il a peur, il a envie de s'en débarrasser, il sait pas quoi faire. Et il l'amène dans une salle avec des capsules d'éjection du vaisseau, enfin de d'éjection, non, d'apostrophe d'éjection pour s'éjecter du vaisseau. Ah oui, il la rejette littéralement. Littéralement. Il la fait rentrer dans la capsule, il dit ouais vas-y rentre, je rentre après. Elle est toute naïve et tout, elle dit d'accord. Puis il ferme la porte et il commence à s'activer pour faire démarrer le truc. Alors par contre, scène quand même un peu flippante parce qu'à ce moment-là, la capsule se met à bouger dans tous les sens avec une force dingue, genre qu'un humain ne pourrait avoir. Et puis il finit par appuyer le bouton et la capsule s'en va. Et il est en mode what the fuck, putain mais c'était quoi ça ? Pourquoi était-elle là ? Pourquoi était-elle là ? Wow, voilà. Donc un petit peu trauma, il quitte la gare spatiale du coup et il décide de rentrer dans sa chambre. Du coup, il rentre dans sa chambre traumatisée après l'histoire. Snow l'y attend et lui dit bon ben voilà, t'as reçu de la visite. C'était ça, un visiteur. Kelvin, il l'a demandé mais putain, mais je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Mais bon, en tout cas, j'ai réussi à la faire partir. Et puis, en gros, Snow lui dit mais elle reviendra. On sait pas comment, mais elle reviendra. Pour Snow, en fait, c'est Solaris qui envoie ses visiteurs. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. En tout cas, Snow lâche un monologue de ouf que j'ai cité. Je suis obligé de le dire. Je trouve que c'est un passage qui est trop beau. Je cite : nous ne cherchons que l'homme. Nous n'avons pas besoin d'autre monde. Nous avons besoin de miroirs. Nous recherchons une image idéale de notre propre monde. Nous partons en quête d'une planète, d'une civilisation supérieure à la nôtre, mais développée par la base du prototype de notre passé primitif. D'autre part, il existe en nous quelque chose que nous refusons, dont nous nous défendons, et qui pourtant demeure. Car nous ne quittons pas la Terre en l'état d'essence de toutes les vertus. Ce n'est pas uniquement une statue de l'homme héros qui s'envole. Nous nous posons ici tels que nous sommes en réalité. Et quand la page se retourne et nous révèle cette réalité, cette partie de notre réalité que nous préférons passer sous silence, nous ne sommes plus d'accord. Je trouve que c'est un passage magnifique qui conçoit la conquête spatiale comme une fuite en avant et un refoulement de nos profondeurs.
Et je trouve que c'est une des clés du livre là qu'on voit déjà poindre, du coup on va arriver, c'est les limites de l'anthropomorphisme. Ouais. Ce truc de, qu'est-ce qu'on cherche ailleurs si ce n'est un reflet de nous-mêmes. Mais là, on est comme des cons, parce qu'on arrive sur une planète qu'on comprend pas, et c'est plus que des reflets de nous-mêmes, c'est carrément des visiteurs humains qui viennent nous accueillir. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Toute cette idée des limites de l'anthropomorphisme, je la trouve assez ouf, et il la tient jusqu'au bout du livre, j'en reviendrai plus tard. Mais en tout cas, à ce moment-là, je trouve que Snow qui raconte ça, c'est assez incroyable. Et je termine aussi en disant que Snow, à ce moment-là, lui amène le bouquin qui s'appelle Le Petit Apocryphe, et qui est en fait un texte des recherches, mais qui n'ont pas été canon. Il faut dire que un texte apocryphe, c'est un texte qui n'est pas canon, qui n'est pas canonisé. Et du coup, c'est un petit peu des comptes rendus de gens qui ont visité Solaris, qui n'ont pas été retenus un petit peu dans les annales. Et parmi ces textes, il y a des trucs quand même vachement inquiétants. Il y a des gens qui ont vu des îles entières émerger du sol, avec des forêts. Il y a même quelqu'un, un pilote, qui en est quasi devenu fou. Il raconte qu'il était au-dessus de la mer, et puis d'un coup, il voit un immense corps flotter. C'est un corps de bébé gigantesque, comme qui flotte, et qui a des mouvements erratiques, qui cligne des yeux de manière très bizarre. Et il comprend pas, il a l'impression qu'en fait quelqu'un a essayé de créer un humain, mais il a pas su faire. Je trouve que cette vision, elle est barjo, enfin ça m'a fait, c'est trop peur. Là je me dis ça c'est uncanny de fou. Voilà. T'es le pilote, tu dois... Ah tu reviens pas pareil. Et voilà, en gros, c'est ça, le petit apocryphe, voilà, c'était en gros un texte en fait de tous ces comptes rendus que Gibarian voulait que Kelvin lise pour être au courant de ce qui se passe vraiment, si on peut comprendre ce qui se passe vraiment, du moins il y a quelque chose de pas net autour de Solaris. Et d'ailleurs, c'est marrant que ce soit... que ce soit Kelvin qui arrive, puisque c'est, encore une fois, c'est un psychologue et c'est pas un scientifique. Donc lui, il arrive, mais il arrive pourquoi ? Enfin, il arrive dans un monde de science. Il est là pour apporter une nouvelle explication, si tant est que ce soit possible, sur tout ça. Donc je trouve que c'est aussi un parti pris qui est hyper intéressant. L'impression que la science et les sciences humaines sont en échec, et on a la confluence de ça. De ouf, clairement. Là, En fait, il met tout en échec. Il met notre système de valeurs, tout est en échec, par la simple présence de Kelvin dans une station d'observation. Et ça, c'est brillant, encore une fois. C'est vrai, ça, je l'ai pas noté, mais t'as raison, quoi. Il arrive à un moment où on est au point mort, où les scientifiques ne comprennent pas, en fait. Personne comprend. C'est ça, et du coup, on a recours à quelqu'un qui pourrait éventuellement comprendre un malaise et les peurs, aussi parce que c'est tout l'objet du truc, et qui, en fait, est mis en échec dès les premières journées. Donc ça, c'est terrible. Et ça, je trouve que la victoire de Solaris sur l'humanité, elle est complète. Ouais, clairement. Et le tout sans faire de... Enfin, il n'y a rien de malin pour... Sans faire de vagues. Sans faire de vagues. C'est la fin du podcast, on s'arrête sur ça. La présence de Harry devient obsessionnelle, Kelvin aussi, entre rejet et acceptation. Sartorius commence à s'enfermer davantage, on crée une sorte de barrière, encore une fois, avec des rideaux, voilà, c'est un peu particulier. Et Snow s'immerge encore plus dans ses mesures, donc il était déjà dans une posture quasi hypnotique, c'est très répétitif, presque robotique. Et en fait, face à ça, on a l'océan. Et l'océan, ce qui est très étrange, c'est qu'on a des personnes qui s'enferment, qui perdent leur instinct grégaire, qui perdent leur humanité presque. Et l'océan réagit à leurs émotions, puisque ces vagues se structurent, se modifient en fonction de l'angoisse, de la colère, de l'inquiétude. Et en fait, elle révèle une nature qui est indéchiffrable, c'est-à-dire que tout bouge, tout se transforme, rien ne communique directement, mais chaque action humaine a une répercussion subtile qui change quand même le tout. Et chaque station de la station et de l'océan est quand même analysée par Kelvin. Donc la vibration des conduits, le cliquetis des machines, les nuances de lumière sur le métal, les couleurs mouvantes de l'eau, les structures fugitives de l'océan. Pour lui, tout devient langage, ou tout semble devenir langage. Ouais. Chaque geste de Harry est répercuté dans son propre esprit et chaque émotion s'inscrit dans l'océan, ce qui est encore plus bizarre, puisqu'on a une perte d'humanité chez les humains, et l'océan, en retour, forme un magma organique très uncanny, en fait. Ouais, clairement, totalement uncanny. Et ce qui le rend encore plus uncanny, c'est qu'on ne connaît pas sa volonté, on ne sait même pas s'il a une volonté, et il fait rien de mal aussi, entre guillemets, tu vois, genre, à ce moment-là du roman, et jusqu'à la fin d'ailleurs, les motivations de Solaris ne seront jamais méchantes, enfin, ils seront jamais... Oui, il est jamais hostile.
C'est ça qui est bizarre. Et en fait, l'océan, on peut l'analyser de plein de manières différentes. Enfin, après, on verra aussi, mais la fin est très ouverte. Mais on a aussi l'impression d'être face à un dieu invisible et aussi omniscient, omnipotent, etc. On peut l'analyser comme ça, c'est-à-dire informe de telle sorte à ce qu'il n'ait pas de restrictions, qu'il soit plein et qu'il ait quand même une sorte de bienveillance vis-à-vis de l'humanité. On peut le concevoir comme un dieu ou comme une forme divine de... Voilà. Complètement. Et du coup, le clivage, il est total. C'est le clivage entre la science dure, les sciences humaines, avec ce que clivage il ne devrait pas y avoir, mais ça c'est un autre débat. Il y a entre ce qu'on aimerait comprendre, enfin entre la science et ce qu'on aimerait comprendre, entre l'angoisse, enfin toute la partie humaine et la partie divine. Et on rappelle que cet océan, il est constamment derrière les vitres. La lumière... il est toc-toc derrière la vitre, et même la lumière qui renvoie se reflète souvent sur les parois du vaisseau. Ça, c'est souvent raconté dans le livre. Ça, je trouve ça très beau. Il y a ce côté un petit peu lancinant, un peu ce navire sur l'eau, un peu... Et c'est cette lumière rouge qui rentre. Parfois, c'est une lumière bleue. Il y a quand même un mood, il y a un sacré mood. Mais du coup, j'ai l'impression que par cette lumière-là, l'océan arrive à rentrer dans un espace qui pourtant est clos. Ouais, clairement. Ça, c'est fou. Il est tout le temps là. C'est ça. Ouais. C'est clair, il est vraiment tout le temps là, et même quand du coup les personnages du coup se questionnent sur leur passé, sur leur humanité, tu vois, sur leur questionnement d'humain, ils sont quand même baignés de cette lumière rouge, un petit peu, voilà, cet truc un peu omniscient qui est là derrière, et qui est pas menaçant, mais peut-être un peu aussi, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme on dit de uncanny, donc de... comment on dit uncanny en français déjà, c'est con, dérangeant, la vallée dérangeante là, enfin, ce truc un peu, voilà, malaisant quoi. Bon, alors comme tu dis, Harry et... Je sais pas comment dire, je sais pas si je dis Harry ou Harry, je sais jamais dire son nom en fait, donc ce sera les deux, vous l'avez remarqué. De toute façon, son prénom change, et c'est celle d'ailleurs qui a le plus de variantes. Variantes, ouais. Ok. Voilà. Ok, bon nous c'est Harry. Bref, comme tu dis, elle est revenue, on sait pas comment, en tout cas il s'est réveillé, et puis elle était là. Il y a un matin, du coup il se réveillait avec elle, lui, Kelvin, il est pas super tranquille. Elle est en mode, mais tu te méfies de moi ou il y a quoi? Lui en mode, non, t'inquiète. Et du coup, il va se doucher, il s'enferme dans la douche. Et puis là, d'un coup, il voit la poignée qui bouge. Puis la porte qui tape très fort. Et puis finalement, la poignée est arrachée de l'extérieur par une force de dingue. Et puis des bras rentrent dans la pièce. Des bras blessés, ensanglantés. Et puis la porte s'ouvre. Et puis c'est Harry qui est là et qui est en mode, mais t'étais où? Tout ça. Elle voulait rentrer. Elle avait peur d'être loin de Kelvin. Ça aussi, c'est un truc de ouf, c'est qu'en fait, les visiteurs ne semblent pas aimer être seuls. Ils aiment être à côté de leur humain, entre guillemets. Sauf qu'ils ont une force qui nous dépasse. Enfin, genre ça. Et cette scène, je l'ai trouvée folle aussi. J'étais en mode, ça fait peur un peu, ça. J'étais pas bien. En tout cas, voilà, ils ne semblent pas supporter la solitude, quoi. Bon, finalement, Kelvin, il décide d'aller manger avec elle. Il remarque qu'elle fait juste semblant de manger. D'accord, elle mange pas vraiment. Puis Snow appelle. Et du coup, ils conviennent de se faire une visioconférence, les trois, les boys, là... parce qu'ils peuvent pas se voir, parce que du coup les visiteurs n'arrêtent pas de les suivre, ils savent pas trop comment gérer, Comme tu dis, Sartorius il est complètement enfermé dans sa chambre. D'ailleurs, parenthèse, on ne sait jamais quel est son visiteur, on saura jamais. Je présume que c'est un enfant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? On sait pas, on entend juste des petits bruits de pas derrière lui. Ça c'est mystérieux, j'aime bien ça. Mais encore une fois, je trouve que la terreur, elle vient du fait qu'ils ont une force terrifiante, mais en même temps, ils sont hyper pas émouvant, mais tu vois, les petits bruits de pas d'un enfant, ou pareil Harry qui arrive, t'étais où, c'est en contradiction complète avec leur force, et du coup on est sur on sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut être terrifié, en même temps est-ce qu'il faut être désolé pour eux? Moi je l'étais vraiment à ce moment-là. Harry, j'étais mais vas-y viens, je te prends par la main et let's go finalement. Voilà, mais tu serais tombé dans le panneau comme Kelvin du coup. Tout à fait. C'est ça le truc. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment tombé dans le panneau, ou est-ce que c'est on m'offre une deuxième chance? C'est ça, et on saura jamais. On sait pas, parce que oui, comme tu dis, il y a ce truc dérangeant de parfois, ils ont des forces surhumaines et ils s'en rendent même pas compte. Mais comme tu dis, sinon à part ça, Harry, c'est Harry, tu vois, genre, elle est bienveillante, c'est la même personne, c'est une copie de la même personne, et elle est pas animée de mauvaises intentions. Elle, au contraire, elle veut être avec Kelvin, tout ça. Et comme tu dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une seconde chance? Est-ce que on sait pas trop quoi. En tout cas, ils se font la visioconférence, ils se font le zoom, les mecs, voilà. Là, je vous passe le dialogue de RDSF de l'enfer qui suit, où ça parle de microatomes, de neutrinos, de machin, j'étais en mode... Ciao. Ce passage, je l'ai relu, j'ai dit non. On a un peu la flemme, en fait, je crois. Flemme.
Comment on va expliquer ça en podcast, nous? C'est trop la flemme. Voilà, en tout cas, ils essaient de se mettre d'accord sur ce que sont les visiteurs. Évidemment, ils se mettent pas d'accord, mais c'est des copies, c'est des émanations de notre cerveau, c'est des projections matérialisées. Qu'est-ce que c'est? On sait pas. Ils se demandent même si ces humains, et ça c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, s'ils ne sont pas des sujets d'expérimentation. Et ça, c'est un truc qui revient aussi dans le livre, c'est qu'en fait, les humains se mettent en station autour de cette fameuse Solaris et l'étudient, mais peut-être que Solaris nous étudie aussi. Bien sûr. Avec ses armes à elle, avec ses trucs, tu vois. Et sa façon à elle de nous étudier, peut-être que c'est juste en fouillant notre cerveau, en ayant trouvé un truc et nous l'envoyant pour voir comment on réagit. On ne sait pas. Cette explication est encore plus terrifiante que le reste. C'est vrai, mais peut-être qu'elle voilà, elle est pas animée de mauvaises intentions non plus, quoi. En tout cas, elle est animée. En tout cas, elle est animée de quelque chose. Ce qu'on n'a pas dit avant, c'est que Kelvin, il a un peu regardé au microscope le sang de Harry. Puis bon, il a fait des petites trouvailles cellulaires et tout, et du coup, les trois se mettent en quête de créer un moyen de casser la construction moléculaire des trucs. Enfin bon, ils sont en train de faire un truc de RDSF pour tenter de faire une réaction. Voilà, c'est tout. Sachez ça. Et c'est très précis. Voilà. Et plus tard, même, Kelvin trouvera une lettre qui a été écrite par Sartorius qui lui dit, par Snow, pardon, et qui lui dit Kelvin, ça démarre, on a décidé de faire un truc énergétique et tout, on croit qu'on réussira à déstabiliser la structure de neutrinos de la planète. On va trouver une réaction. D'accord. Kelvin comprend peu à peu que la station n'est pas juste un simple lieu d'observation solaristique, elle devient vraiment le théâtre vivant de sa propre mémoire et de ses émotions. Harry, donc, elle est à nouveau là, après elle se balade dans la cuisine, elle marche lentement, elle est presque flottante, ses pieds nus effleurant le sol métallique avec un bruit feutré. Chaque pas résonne dans la station vide comme un glas, et Kelvin note la précision de son apparition. Et ça, c'est hyper important, c'est le pli de sa robe imaginaire, mais laisse vraiment, ça on sait pas. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont ses cheveux capturent la lumière artificielle. Elle n'est ni fantôme, ni projection mentale ordinaire. Elle est un être tangible, produit de la mémoire de Kelvin, mais réel dans sa perception. Il tente de rationaliser, donc instrument, mémoire, autosuggestion, mais l'océan semble amplifier ses émotions, ses souvenirs, son désarroi, et il se rend compte que la station et l'océan sont liés. Toute perception, toute émotion humaine sont immédiatement traduites en mouvements liquides. Les structures émergentes de l'océan semblent observer, réfléchir, et vraiment réfléchir, c'est très particulier dans la manière de l'écrire, mais on le sent, et peut-être réagir à l'intensité psychologique de chacun. Donc là, on parlait beaucoup de Kelvin, mais Sartorius, qui est dans son petit enclos, commence de plus en plus à montrer des signes d'une obsession qui est irrationnelle. Ouais. Il est compulsif, déplace ses petits trucs, il réarrange, et il suit une sorte de code invisible que il est seul à comprendre. À côté de ça, du coup, comme je disais tout à l'heure, les scientifiques, Snow et Sartorius, préparent un petit peu dans leur coin une espèce d'opération pour envoyer des rayons dans Solaris pour tenter de faire une réaction. En fait, Sartorius, il aimerait envoyer, je cite, un état de veille, donc un faisceau de rayons modulé par des courants cérébraux, les courants cérébraux de Kelvin. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. En tout cas, le but, c'est d'envoyer des ondes de cerveau dans Solaris pour voir si elle va réagir. Kelvin, il est en mode « Ok, vous êtes sûr de ce que vous faites, c'est peut-être un peu dangereux, je comprends pas trop. » Je cite la réponse de Snow qui dit « Si nous admettons pour 1 kg de substance au repos 18 erg, nous obtiendrons pour une création F57 multiplié par 18. Tu sais ce que ça signifie ?» J'ai écrit « RDSF too much, on peut avancer. » Franchement, too much. Là, je disais, j'étais en mode... Oui, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes dans la merde. c'est too much là. On n'a vraiment pas les mêmes citations parce que moi c'est « Nous tendons la main vers un miroir et nous croyons toucher un autre être. » mais aussi c'est la part de dualité de l'œuvre que je trouve intéressante, c'est que parfois elle peut être super poétique et genre belle, tu vois, philosophique, poétique, et parfois t'as des espèces de vieux relents de RDSF mais un peu too much. C'est vraiment Snot devant son écran, mec.
Est-ce que tu savais? Je savais-tu? Et toi, tu lis, t'es en mode, on avance, les gars, on avance, parce que l'histoire est bien jusque-là, quoi, on avance. Autant je n'ai jamais utilisé Pythagore, autant ça, personne ne l'utilisera jamais. C'est sûr, sauf peut-être les gars de la NASA. Peut-être, et encore. Et encore. Même eux ne savent pas traduire ça. En tout cas, voilà, bon, on enchaîne plusieurs chapitres qui sont quand même très rigoureux scientifiquement, c'est peut-être un peu too much, parce qu'en attendant, il y a eu encore un gros tunnel de lore sur Solaris, et en résulte qu'une seule chose, c'est qu'en fait, personne ne se met d'accord sur ça, sur Solaris, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui en émane, c'était qu'en fait, Solaris, c'est une espèce de casse-tête scientifique, mais un peu comme comme un jouet d'occupation pour Dogo, tu vois. Non mais, en soi, le monde scientifique ne se lassera jamais de mettre des noms, d'écrire des articles, tu vois, parce qu'encore une fois, sur ce chapitre, il y a de nouveaux termes. Genre, on parlait de vagues sur Solaris, ils ont appelé ça les mimoïdes, je crois. Ou alors les mimoïdes, non, c'est plutôt même les créations. Bref, en tout cas, il y a tout un lexique de la solaristique qui est là. Alors attends, je crois que je les ai notés. Les mimoïdes, les symétriades, les asymétriades. Voilà. Ça n'avance pas trop dans l'histoire à ce moment-là, mais c'est juste pour dire que le monde scientifique écrit une grosse littérature. Il y a des articles, il y a des noms, il y a des machins, bref. Mais c'est aussi intéressant, je trouve qu'il y a ce côté un peu ce lore derrière. Tu vois, je me dis, tiens, c'est qu'un seul roman, Solaris, mais on dirait qu'il écrit un truc pour quelque chose de plus gros. Qu'avec toutes ces bases, on pourrait faire un autre livre sur une expédition sur Solaris, tu vois. Genre, c'est bizarre parce que ça prend bien un bon tiers de l'œuvre en fait, ces explications. C'est long. Enfin, genre, ok. Et à côté de ça, quand on retrouve Kelvin et tout, on est de retour dans une histoire qui est quand même très proche de l'humain, tu vois. Un homme et le fantôme de sa femme. Donc il y a vraiment ce range qui est hyper large entre le maxi truc et le microcosme. Donc Kelvin, qu'est-ce qu'il fait? Il est désespéré, il comprend Cud, personne ne comprend Cud. Je pense qu'il comprend pas du tout ce que lui dit Snout. Donc lui, il se retrouve presque les deux mains sur les tempes à essayer de communiquer avec l'océan par ses propres pensées. Vraiment, c'est télépathie 2.0. Il concentre son attention et il essaye d'envoyer des signaux émotionnels et rationnels, donc comme un message télépathique. Les vagues de l'océan semblent réagir subtilement. Des motifs liquides se forment, changent de couleur, mais il n'y a jamais de confirmation, jamais de réponse explicite. L'océan reste un miroir insondable, traduisant sans ne jamais révéler. Donc là, c'est là où j'avais la citation. Nous tendons la main vers un miroir et nous croyons toucher un autre être. Cette expérience confirme à Kelvin que Solaris ne peut être compris par la science traditionnelle. La raison humaine, les protocoles, les mesures sont impuissantes. L'océan se contente d'être et c'est suffisant pour troubler, pour faire vaciller la conscience humaine. Et ça, je trouve que c'est trop fort parce que, effectivement, il voit une réaction sur Solaris, mais cette réaction n'est pas assez flagrante pour que ce soit l'objet d'une étude. Il sent qu'il se passe quelque chose, mais il ne peut pas le prouver, ni l'argumenter. Et ça, il trouve ça terrifiant. Il dit « Solaris n'est pas une entité hostile, Solaris est indifférente, et c'est cette indifférence qui est terrifiante. » Ouais, Solaris semble complètement désintéressé, tout en faisant des actions, quoi. Enfin, c'est quand même assez dingue. Les jours passent, et puis Kelvin remarque que Harry, elle est un petit peu... elle est pas comme d'habitude, elle a l'air plus stressée, elle a l'air un peu plus tendue. Kelvin ne retrouve pas le magnéto qu'il avait trouvé, au bout d'un moment, plutôt dans le roman. Il avait trouvé un magnéto, il n'avait pas eu le temps de l'écouter, bon bref, il a disparu. Il la surprend même à un moment pleurer en cachette. Et puis un jour, elle lui pose cette question, elle dit « Mais promets-moi de me dire la vérité, qui que je sois. » Je trouve que la formulation, elle est quand même assez folle. Hein, et cette formulation va tourmenter Kelvin. Comment ça, qui que je sois? Et puis, un autre matin, Kelvin se réveille, il entend du bruit, il se lève, il va dans le couloir, et puis il trouve Harry au sol, entouré de givre. Alors, paniqué, il la ramasse, il la longe sur une table d'opération, et il voit son visage ensanglanté, plein de cristaux de glace. Et en fait, on comprend qu'elle a tenté de se suicider à l'oxygène liquide. Alors, scène de panique, elle hurle son nom, elle est en sang sur le sol, elle a des convulsions, et puis d'un coup elle se calme, elle reste inerte, Kelvin s'effondre, et puis elle reprend ses esprits, et elle dit « ça n'a pas réussi », puis elle hurle, elle semble complètement perdue, et là elle dit, je cite, « laisse-moi, je te dégoûte, je le sais, je ne veux pas, tu vois bien que ce n'est pas moi ». Donc en fait, Harry à ce moment-là semble consciente d'être un visiteur. Là je trouve que c'est un moment assez fou dans l'œuvre, où il est en mode, mais d'accord, en fait t'es pas
t'es pas une conscience de Solaris, en fait, t'es quand même une entité propre, tu vois, Qui arrive à... qui arrive à prendre conscience de qui elle est. Et J'ai la suite de ta citation. Vas-y. Je ne suis que ce que tu crois m'avoir donné, Chris. Chaque souvenir me façonne, chaque pensée me fait exister. C'est trop ouf. Là, elle a compris. En fait, c'est elle qui a piqué le magnéto de Gibarian et elle a compris, en écoutant l'audio de Gibarian, que qu'elle était une émanation de l'esprit, qu'elle était une visiteuse. Mais moi, ce que je trouve fou avec ce passage, c'est que je me dis, mais pétard, ce Kelvin, il est aussi hanté par la notion de suicide. Et Harry, elle est même animée par ça, c'est terrible, mais c'est ce qui reste dans les profondeurs de Kelvin, c'est cette femme qui met fin à ses jours. Et là, ça fait déjà plusieurs fois dans le roman où elle meurt, quoi. Enfin, et là, vraiment, je me dis, c'est fou. Et l'autre truc fou, ce qu'on vient de dire, c'est que la visiteuse est finalement tout aussi paumée que Kelvin, en fait. C'est ce qui rend le truc encore plus touchant. Je me dis, merde, elle est perdue, elle aussi, dans cette histoire de Solaris. Elle comprend qu'elle est même pas une humaine. Voilà. C'est assez dingue, ce passage. C'est comme dans un rêve lucide de dire ce n'est pas un rêve. C'est terrible, cette sensation-là, parce que tu peux pas l'arrêter et tu sais pas quoi faire. C'est clair. Note est de plus en plus robotique ou hypnotisé. Enfin, d'ailleurs, il se consacre exclusivement à la mesure des structures océaniques. Ses notes s'empilent en montagne de données inutiles. Et à ce moment-là, je trouve que c'est quasi kafkaïen. Oui, clairement, très kafkaïen. Je suis d'accord. Et à ce moment-là, c'est vrai, comme tu dis, l'histoire n'avance plus trop à ce moment-là dans le livre, c'est étonnant, mais on dirait que le livre d'un coup fait du surplace. On recroise ces personnages qui tombent dans leurs propres abîmes, à la fois de stress, mais aussi à la fois scientifique. Et le livre semble être mis sur pause, c'est très bizarre. Ouais. Alors qu'au début du livre, c'était bien, parce que l'histoire, elle était quand même très très linéaire, très très simple. Tu sais, qu'on parlait d'un point and click, c'était un peu ça. Et d'un coup, ce côté un petit peu anticlimatique là, c'est que le bouquin finalement se met en pause, rien ne se passe vraiment dans ce vaisseau, et Kelvin petit à petit vit avec Harry en fait. Oui. Il y a ce truc là aussi, tu vois, genre comme Sartorius vit avec son visiteur. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment comme dans le château de Kafka, où plus t'essayes de te rapprocher du château, plus le château s'éloigne de toi. Ouais. Et du coup, t'es dans une sorte de course sur place. Et c'est ça qui est terrible. J'ai envie de citer un passage après que je trouve que c'est un des plus beaux passages de l'œuvre, c'est vraiment magnifique. Et c'est Kelvin qui se pose des questions concernant sa personne, concernant son impact dans cette histoire. Et il dit « Parce qu'il y a peut-être en moi des pensées, des intentions, des espoirs cruels dont je ne sais rien, parce que je suis un assassin qui s'ignore. L'homme est parti à la découverte d'autres mondes, sans avoir entièrement exploré ses propres abîmes, son labyrinthe de couloirs obscurs et de chambres secrètes, sans avoir percé le mystère des portes qu'il a lui-même condamnées. » Je trouve que ça c'est magnifique, et je trouve que plus que jamais, Solaris parle de gens face à un inconnu, qui les met face à un plus grand inconnu encore, eux-mêmes, le miroir. Enfin, il y a ce truc-là, en fait, Solaris c'est incompréhensible, mais est-ce qu'on n'est pas également incompréhensible, en fait ? Nos profondeurs, elles sont insondables. C'est absolument fascinant. Harry apparaît dans le laboratoire principal où Kelvin a placé tous ses instruments pour tenter une interaction directe avec l'océan. Elle avance lentement, ses pieds nus effleurant le métal, sa peau reflétant la lumière artificielle, comme si elle en était une partie intégrante. Chaque geste, chaque mouvement semble répéter un souvenir précis de Kelvin, mais avec de subtiles variations, presque imperceptibles, qui révèlent son caractère autonome et insaisissable. « Je ne peux mourir, Chris. Même la mort m'est refusée. Et c'est peut-être la pire des choses. » Et là, Kelvin, il se met à sentir une douleur physique et mentale qui est intense, une sorte de poids dans la poitrine. Il réalise que Solaris et Harry ne sont pas des entités à contrôler ou même à repousser. Ils sont le miroir de sa propre conscience, matérialisée, tangible et insaisissable. Toute tentative d'expulsion ne peut qu'échouer. La réalité, la mémoire et le désir se mélangent dans une sorte de tourbillon métaphysique. « 3 semaines s'écoulent, aucun changement. Comme on a dit, le bouquin s'est mis en pause, et puis Harry, un soir, est dans le lit avec Kelvin, et puis elle dit « Oh, j'ai soif », elle va prendre un verre, elle le boit, puis après elle le tend à Kelvin boit aussi. Il boit aussi le con, j'ai écrit. Du coup, il s'endort, il y avait un somnifère dedans. Move très bizarre, du coup, il se réveille, et puis Harry n'est pas là.
il regarde autour de lui, ok, elle est partie et tout. Il retrouve un papier à côté de lui qui dit qu'en gros, elle est partie à ce moment-là. Elle a fait exprès de l'endormir, et puis c'est elle qui est partie. Donc c'est un truc de fou. Elle a utilisé du coup un truc qui avait été mis en place par Snow pendant ces dernières semaines, qui était un annihilateur de trucs et tout. Et Kelvin, il est du coup à son tour tétanisé de ça. Il est en mode mais attends, comment ça elle est partie? Elle va plus jamais revenir, Harry? Qu'est-ce qui se passe? Et Snow lui dit bah non, depuis quelques jours, les visiteurs ne reviennent plus. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, Kelvin, il est complètement paumé de ça. 1000 questions après ce chapitre, je trouve que c'est assez fou. Tu vois, tu te dis, Solaris n'a peut-être aucune volonté et a peut-être juste chimiquement créé Harry aussi, tu vois, on sait pas. Et elle est petit à petit, elle, devenue humaine, avec une conscience, elle a compris qui elle était, qu'elle n'était pas une humaine, et puis c'est elle qui a décidé de partir. Alors même que Kelvin, juste avant, il en discutait avec Snout et il lui disait mais peut-être que je peux revenir avec Harry sur Terre en fait. Oui, c'est clair. Et que Snout il dit non, c'est pas possible. Si elle s'éloigne de Solaris, elle va mourir. Elle est liée à toi, mais elle est aussi liée au lieu. Et ça c'est terrible parce qu'en fait il a une seconde chance et en fait c'est comme attraper un nuage de fumée quoi. C'est la solitude de Kelvin, elle est encore plus complète à la fin. Et du coup, il a cette phrase qui est vraiment magnifique, je trouve, c'est « Je restais sur la berge liquide, attendant quelque chose, peut-être même la venue d'un miracle. » On en est à cette toute fin, et dans les dernières pages du livre, Kelvin décide d'aller sur Solaris, en fait. Il y va, et puis il se pose sur un mimoïde, donc sur une création architecturale qui est sortie de l'océan. Et puis, voilà, comme tu dis, il est sur cette berge, face à cet océan. Et puis, il y a une scène qui est quand même assez belle, c'est qu'en fait, il regarde l'océan, puis une grande vague vient vers lui, il tend la main, et la vague semble s'approcher de la main, puis reculer, comme si elle était désintéressée de Kelvin. Je trouve que ça ramène aussi à ce truc, c'est qu'en fait, il s'est rien passé de vraiment climatique dans ce livre, parce qu'en fait, Kelvin, c'est personne, et en fait, on est personne. Enfin, il y a ce truc, et c'est ça que je trouve assez élégant dans l'œuvre, en fait, c'est de me dire qu'en fait, pourquoi il lui serait arrivé un truc de plus fou que les autres? Oui. Non, en fait. Et tu vois, à la fin, il est, comme tu dis, sur cette berge, il est descendu sur Solaris, il a perdu sa femme, l'océan semble le contourner, le regarder, puis s'en aller. Et à ce moment-là, je me dis aussi, il y a ce truc, là, parenthèse, même si on a tout le temps dit que Solaris était dénué de toute mauvaise intention, je trouve qu'il y a aussi une infime partie de moi qui n'arrive pas aussi à occulter totalement les mauvaises intentions. Mais je me dis, est-ce que ça, c'est pas juste une énième anthropomorphisation du problème, une nombrilisation? À me dire, est-ce que Solaris, c'est pas une espèce de purgatoire ou de Silent Hill qui voulait que je reste avec lui, en fait? Parce qu'à la fin, on arrive à la fin du livre, et Kelvin, on ne sait pas. La fin est assez ouverte. Oui. On ne sait pas s'il reste dans la station, s'il reste à Solaris, ou s'il compte repartir sur Terre. Mais c'est à se demander, est-ce que Solaris voulait pas qu'il reste? On ne sait pas. Je sais pas, ouais. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, parce que pour moi, tu vois, du coup, il parle de la venue d'un miracle. Et pour moi, c'est pas le miracle qui arrive et qui n'arrive pas. Parce que quand on parle de miracle, on s'attend d'un coup à la venue, à une sorte de Deus ex machina de fou. Ouais. Et pour moi, ce miracle-là, c'est juste le fait que la vague s'approche et reparte et fasse montre d'une indifférence terrible, et que Kelvin, quelque part, soit dans l'acceptation complète de ce phénomène qu'il comprend pas. Okay. Et pour moi, c'est juste le moment où en fait, il reconnaît sa propre solitude, il reconnaît l'infini et le caractère insaisissable de l'océan, enfin de ce dieu invisible, et qu'il l'accepte comme il accepte le caractère insaisissable de la conscience humaine, parce que l'œuvre en est une parabole. Ouais, toi, t'as vu ce moment-là, le moment de la vague, comme une acceptation. Ouais. Ouais, il y a de ça, c'est vrai, c'est pas faux, c'est bien. En fait, c'est tellement... l'océan est tellement indifférent que lui ne peut que l'accepter. Je trouve que tout au long du truc, c'est un malaise. Enfin, on est quelque part toujours sur la brèche. Et à ce moment-là, on se dirait peut-être qu'il va être enveloppé dans l'océan, dans une sorte de mort tragique et très douce, etc. Et le fait que même là, à ce moment qui pourrait être un moment climatique très très beau, non, elle fait que passer. Je me dis, lui, il n'a pas de geste désespéré. C'est pas le héros tragique tel qu'on l'a connu. C'est pas une œuvre shakespearienne du tout. Juste, il l'accepte, et il accepte sa solitude. Et je pense que ça s'explique aussi par le fait que ce soit une œuvre polonaise.
Ah, tu penses ça? Ouais, parce que je pense que si ça avait été une œuvre américaine ou anglo-saxonne, enfin anglophone plutôt, il y aurait eu quelque chose. Tu vois, dans Lumière cendrée, pareil, on a une fin hyper ambiguë, enfin on est sur un pâte, machin, mais il revient sur la lune et il dit en fait c'était toi. Tu vois, t'as quand même ce côté un peu héroïque où c'est le mec choisi. Là non. Là, c'est vraiment l'acceptation de sa solitude, c'est les carnets du sous-sol. Bon, il n'est pas malade. Je suis malade. Mais t'as quand même ce truc un peu particulier, enfin, pendant de la littérature Ouais. soviétique. Si, voilà, on fait ça un peu de manière indifférenciée, tout ça. Oui, non, mais c'est bien vu. Et je suis assez d'accord avec toi. Moi, la première lecture, pareil, cette fin, bah, je l'avais trouvée tellement anticlimatique qu'elle m'avait quand même déçu. Tu sais, j'avais fermé le livre en disant, bon, voilà. Et au final, elle m'a tellement fait cogiter depuis, elle reste un peu avec moi. Et je me dis, bon, bah, finalement, c'est réussi. Pas la peine de faire un truc climatique. Pour la parenthèse, je vais vous spoiler du coup le film de Tarkovsky, malheureusement, vous pouvez éteindre. Mais lui, il a fait un choix, Tarkovsky, dans son film, c'est qu'à la fin, ben, on suit Kelvin dans sa maison. D'un coup, tu le revois chez lui. Bon, tu sens qu'il y a une ambiance quand même un peu bizarre, un peu pesante et tout. Et puis il va à la fenêtre, il regarde le paysage, et puis la caméra s'éloigne, et puis on constate que la maison, elle est au milieu de l'océan de Solaris. On comprend que Kelvin décide de rester sur Solaris, à l'espoir qu'il retrouve Harry, peut-être. Donc il y a quand même ce choix beaucoup plus romantique, en fait, chez Tarkovsky. C'est vraiment plus émo, enfin c'est vachement plus émo. Ah oui, vachement... c'est vraiment promeneur solitaire C'est ça. au-dessus d'une mer de nuages. C'est Exact. vraiment ça. Vraiment ça. Putain, c'est bien vu. Ben, c'est exactement ça. C'est le C'est promeneur et solitaire. c'est même les mêmes, c'est les mêmes colorimétries, Oui, etc. c'est bien vu. C'est vraiment ça. C'est ultra romantique. Et là, par contre, ben, Stanislas Lem, il y a ce côté, ben, au contraire, anticlimatique, mais aussi que je trouve finalement élégant. Après, on peut le voir, comme tu l'as vu toi, comme une forme d'acceptation, ou comme une fin totalement ouverte. Je sais pas. Tu vois, je sais pas si mon point de vue, il n'était pas juste teinté du film de Tarkovsky que j'ai vu. Parce que moi, je me disais, mais Kelvin va rester. Mais c'est juste une interprétation, et je pense qu'elle est teintée de l'analyse. Mais je pense aussi enfin malgré tout, je pense qu'il va rester sur Solaris. Mais parce que je me projette dans Kelvin et je me dis, et c'est normal, hein, c'est écrit à la première personne, enfin c'est le protagoniste. Si j'étais lui, je ferais ça. Mais c'est normal, c'est aussi quelque part une coquille dans laquelle on se projette de la même manière que Harry n'est qu'une projection de Kelvin. C'est ça qui est smart. Encore une fois, je me dis, bah si j'étais lui, je voudrais pas perdre mon amour et je resterais sur Solaris. Ouais. Mais en même temps, Ouais, on sait pas. voilà. Voilà. Bon, ben, fin assez belle hein, au sujet de Solaris et de cette espèce d'immense entité pensante. Il va sortir une dernière phrase que j'ai trouvée très belle et que je comptais citer avant de finir. En parlant de Solaris, il dit bah, est-ce un dieu qui a créé des horloges, mais pas le temps qu'elles mesurent? Il a créé des systèmes servant à des fins définies, mais qui ont dépassé ces fins et les ont trahis. Et il a créé l'éternité, qui devait mesurer sa puissance, et qui mesure sa défaite infinie. Il y a aussi ce petit truc chez Kelvin, une petite rancœur aussi à l'égard de Solaris, à se dire mais peut-être que le pouvoir de Solaris est trop grand pour Solaris, et qu'il en fait juste des visiteurs, des créations, des mimoïdes, alors qu'en fait, Solaris se dépasse déjà elle-même. Enfin, c'est infini, je trouve que c'est assez fou, quoi. Et on arrive du coup à la fin du roman. Je trouve que le livre reste très fidèle à son dispositif. Je reviens sur ce qu'on avait dit sur l'attrape-cœur, où en fait le dispositif c'était qu'on est dans la tête d'un jeune dépressif et du coup ça reste très très focus sur ça et ça marche. Ben là je trouve que ça marche aussi, tu vois, on ne donne jamais d'intention claire à Solaris, on l'anthropomorphise jamais et ce jusqu'à la fin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et du coup c'est ce qui marche. Parce qu'en fait il aurait pu casser ce dispositif en d'un coup donnant un truc climatique à la fin, une vraie volonté de Solaris et tout, ça aurait été peut-être waouh à lire, mais au final ça aurait cassé le livre. C'est ça. Clairement. C'est que toute la force de Solaris réside dans son indifférence. Ouais, c'est clair. Mais c'est anti-narratif, finalement. Ouais. T'as envie de quand même un truc un peu plus concret sur la fin, quoi. T'es en mode merde. Mais au final, c'est ce qui marche et c'est ce qui rend le truc aussi marquant. Et je trouve qu'il y a une idée là-dedans aussi qui est presque aussi sociologique, voire même ethnologique. On n'est jamais prêt, selon Stanislas Lem,
à comprendre l'autre aussi. Je trouve qu'il y a ce truc-là. Là, il l'a fait par le biais d'un truc qu'on ne comprendra jamais, c'est une entité, on ne sait pas ce que c'est, voilà, bon ok, on peut vraiment pas comprendre, mais ça renvoie à des trucs, tu vois, genre à nos infinis personnels et aussi au fait que comprendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est infini en fait. Et qu'on peut mettre déjà beaucoup de temps à se comprendre soi-même. Ouais. Ah ouais. Entre guillemets, j'avais écrit nos infinis personnels / culturels prennent souvent le dessus. Et c'est en ça qu'il y a des génocides, des ethnocides, enfin plein de trucs de barge, parce qu'en fait, les infinis personnels et culturels sont très durs à dépasser. Ouais. C'est des frontières très très dures, en fait. Ça, c'est intelligent. Je sais pas si j'extrapole trop, mais en tout cas, je trouve ça... Non, mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, en conclusion, j'étais partie sur un truc que j'ai fait pendant. C'était vraiment la comparaison entre... J'ai Clark sous les yeux, mais c'était pas juste Clark, Ouais. c'était la SF américaine et la SF soviétique. Ouais. Mais parce que je trouve qu'on voit vraiment une différence claire. Par exemple, aux États-Unis, on a un style architectural qui s'appelle le style Gucci. Alors comme ça, peut-être que ça ne parle à personne, mais c'est un style architectural qui est très très répandu, et si vous allez voir, c'est un style architectural qui correspond à l'âge d'or de la SF, de la conquête de l'espace, etc., avec des courbes, enfin c'est vraiment notamment dans les motels, si vous pensez aux pancartes des motels avec des formes asymétriques, très bizarres, etc., c'est ce genre de choses. Donc en fait, l'espace aux États-Unis, c'était vraiment, c'est ce que tu as dit, un espace de conquête, c'était un espace de projection, et on l'a vu avec toute l'œuvre qui est née, donc tout ce qui a été Pulp Fiction, autour de la SF, cet amour aussi pour... après, c'est devenu le rétrofuturisme. On avait notamment les magazines Galaxy qui ont été adaptés en France, etc. Et tout ça concrétise une sorte de rêve américain. C'est-à-dire que où qu'on soit dans l'univers, on a l'impérialisme américain et on est le héros de chacune de ces histoires. En fait, voilà, c'est protagoniste, héros. Et là, dans cette SF-là, et c'est le cas pour d'autres SF qui ont été écrites durant la période de contrôle de l'Union soviétique, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus délabré aussi. Typiquement, quand on compare les dômes sur la Lune de Clark et l'arrivée dans la station, on voit qu'il y en a un qui est très moderne, qui est absolument fascinante, avec la pluie qui tombe, les dispositifs, etc. Alors que là, c'est délabré. Encore une fois, c'est une forme de critique, et on a, encore une fois, le fait de désagréger l'humanité, et c'est normal, en 1961, on a la construction du mur de Berlin. C'est pas anodin non plus. Oui. Et du coup, l'espace, surtout au moment de la guerre froide, on en a déjà les prémices, c'est un vrai terrain de dispute, en fait. Et donc, c'est comment on perçoit l'espace, comment on se projette dans un nouvel espace qui est vierge, et comment on fait pour en faire un autre soi. Et du coup, ça change énormément entre le côté américain, impérialiste, etc., et l'Union soviétique. Et donc, la SF, ça a été aussi un lieu de bataille. Très bien vu, très smart. C'est vrai qu'on rentre pas du tout... J'avais pas pensé à ça, j'avais pas du tout comparé le côté polonais, mais c'est vrai qu'on rentre pas du tout dans le même vaisseau, effectivement. Clark, t'arrives dans... Non, mais c'est vrai, là, t'arrives dans une vieille cathédrale abandonnée, alors qu'en fait, chez Clark, t'arrives vers quelque chose qui est dingue, qui est glorieux, quoi. Et puis, il parle avec tout le monde dans le métro, ça fonctionne parfaitement, il y a des petites annonces. Alors, ok, il y a la guerre en fond, mais ça finit sur un pat. C'est loin. En fait, c'est ça, c'est que, encore une fois, il y a la guerre, oui et non, mais c'est pas perçu pareil. Aux États-Unis, alors oui, la guerre est là, la guerre froide, mais c'est dans le lointain. Ça se finit sur un pat, approximatif, tout le monde est content. Là, non, là, ça vient comme pourrir les bases même de la construction. Et du coup, je trouve que ça modèle tout. Et c'est en ça que je disais que l'ombre de l'URSS planait sur cette œuvre-là, parce que, il faut le savoir, il a eu des problèmes, Lem, parce qu'il a formulé à de nombreuses reprises des critiques sur le collectivisme. Okay. Voilà, et donc il s'est opposé à ça, et je trouve que on sent vraiment des topos littéraires qui sont propres à la littérature polonaise, ukrainienne et russe, qui sont 3 littératures différentes
évidemment, mais là je fais un travail de bourrin en disant ça, c'est vrai qu'il y a quand même des ressemblances, voilà. Et il y a aussi des ressemblances avec la littérature allemande, parce qu'il faut savoir que, et ça a été étudié par des gens qui ont fait des études sur ça. Non, il y a eu de très très bons livres qui ont été écrits sur ça, qui parlaient des rapports entre l'Allemagne et la Pologne au lendemain de la construction du mur de Berlin. Ok, d'accord. Voilà. En sachant justement que juste après la guerre mondiale, il y a eu 1,5 million de migrations en Ukraine, en Pologne, etc. Ok. Donc ça a créé une sorte de melting pot de fous. Encore une fois, il faut savoir que sur toutes ces études, ils se sont plus basés sur les archives ukrainiennes que sur les archives polonaises, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc en fait, ça a non pas homogénéisé les discours, mais ils sont tous à imbriquer. Voilà, ils se répondent. D'accord. Bah, super intéressant. En fait, j'avais pas pris le temps de faire cette comparaison. J'avoue que c'est super intelligent, genre, très bien vu. Je me dis, si on a des monstres verts, pourquoi on a des monstres verts? Pourquoi on a des monstres... Enfin, de toute façon, des monstres. Non, je voulais vraiment parler des aliens, mais le monstre, c'est un autre soi. On a créé des aliens qui correspondent à ce qu'on attendait et aussi à nos peurs. Enfin, par exemple, les extraterrestres de Alien sont terrifiants parce qu'on avait besoin de terrifier. Enfin, du coup, ils ont aussi ils n'existent que par la projection de nos désirs, de nos peurs, etc. Oui. Donc voilà, pourquoi avoir un visiteur éclater le miroir et se retrouver confronté à l'immensité de sa conscience humaine. Ouais, clairement. Bah moi, pour finir, je veux dire, j'ai lu un autre bouquin de Stanislas Lem. Alors, bon, je le conseille pas forcément parce que c'est du hard SF. C'est du hard. Préparez. C'est du hardeur. Donc, âme sensible, s'abstenir. Donc, ne lisez pas forcément. Mais c'est très intéressant. C'est quand même très bien écrit, tout ça. Après, j'avoue que j'ai compris. Allez, 40%. J'ai pas fait l'effort non plus. Mais bon. J'ai compris qui était le protagoniste. Ouais, c'est ça. Mais c'est écrit comme une immense étude. C'est un essai. Mais en tout cas, il y a un pont que je veux juste faire avec Solaris pour finir parce que je trouve ça trop intéressant. En fait, ça s'appelle La Voix du Maître, Master Voice. Et en fait, c'est juste des scientifiques qui étudient l'espace. Et un jour, ils reçoivent un espèce de signal. Ils l'étudient et c'est un espèce de pattern. Et ils se disent, ce truc-là, c'est sûrement un message venu dans ces eaux. Et en fait, tout le livre, c'est juste une étude de comment décrypter ce truc-là. Et il y a une espèce de grand projet Manhattan qui se met en œuvre. Il y a plein de gens, il y a des scientifiques, des philosophes, des machins, plein de gens qui se réunissent pour essayer de décoder. Et ils se mettent pas d'accord. Ça rejoint un peu Solaris parce que déjà, de 1, ça reste un livre de contact, entre guillemets, de premier contact, machin, avec quelque chose. Mais c'est pas anthropomorphisé du tout. On sait même pas si c'est un signal. Je vous spoil la fin, vous le lirez peut-être pas, mais en tout cas, à la fin, on n'est pas d'accord, on sait pas. Voilà, on sait pas si c'est un message ou si c'est juste un hasard. Par contre, le truc vraiment intéressant pour finir, c'est qu'en fait, via ce message, ils vont réussir à capter des atomes de je sais pas quoi, bref, un truc scientifique, et une certaine unité de cette étude va mettre en œuvre une arme avec, qui sera une espèce d'arme destructrice. Et là, on rejoint Solaris aussi, c'est qu'on ne se confronte finalement qu'à des miroirs. Et en fait, t'as beau avoir un message qui est peut-être dingue, qui te dépasse de ta simple condition d'humain, finalement, toi, tu vas la ramener à ton humanité qui est fatalement destructrice. Tu vois, il y a quelque chose de quand même assez pessimiste là-dedans, et voilà. Il y a un truc formidable, je vais en faire une bombe. C'est le livre. C'est le livre. Ça aurait pu être résumé en une phrase. Non, malheureusement, c'est un bouquin de 400 pages d'études scientifiques. Mais voilà. Mais très intéressant. Et je trouve que voilà, ça nous dépasse. Merci à tous. Est-ce que t'as autre chose à dire sur Solaris? Bon. Mais tu sais quoi, j'ai plus apprécié parler de Solaris que je n'ai aimé le lire. Mais du coup, ça m'a redonné envie de le lire, en fait, avec un nouveau... Et avec pas ton explication, mais ta manière de le raconter, j'ai trouvé ça beaucoup plus cool que quand je l'ai lu. Bon, trop bien. Mais je suis content qu'on ait pu en parler, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'en parler, parce que je trouve que, comme tu dis, c'est un livre qui est plus cool Enfin, c'est plus sympa d'y réfléchir, d'en parler, que de le lire quand même, j'avoue, même si j'ai aimé le lire, mais voilà. Il est quand même cool. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. On espère pour le prochain quitter peut-être un peu la SF et le 20e, ce serait bien. On verra quand on le fait. Clara, avec ton travail et tout, tu auras peut-être un peu moins de temps, donc il n'y a pas d'injonction à faire du podcast, c'est quand tu peux, quand tu veux. On verra ça, et on espère faire un truc dans une autre temporalité que ce 20e angoissant, parce qu'en fait je crois que je me dis que les derniers qu'on a fait c'est que le 20e, j'en peux plus. Ah, c'était celui-là, Vonnegut. La trappe-cœur aussi, finalement, on va pas bien. La fin de l'amitié, ouais. Oui c'est vrai. Soula, ça va pas. La fin de l'amitié, la fin de...
l'humanité. C'est sympa. On va partir de là, il y en a marre un peu, même le joueur d'échecs et tout. Putain, quittons ce 20e siècle. Attends, mais en même temps, on a commencé par les oiseaux. Ben, on a fait globalement que des livres angoissants, hein. Quasiment. J'enlèverai Lumière cendrée, Roméo et Juliette. Bah, il est pas angoissant. Il est pas angoissant, mais tout le monde meurt. Oui. C'est une tragédie. C'est vrai qu'il y a quand même un bain de sang. Bon, ouais. La chatte, oui. Voilà. Ça va pas. Cité de verre, ça va pas. On va pas bien. Bartleby, arrête, gros. Donc, on va peut-être partir de là. On verra qui c'est. Pour l'instant, on vous laisse sur. Le prochain, c'est Oui. C'est peut-être Oui ou Martine, je sais pas quoi. Martine à la plage, voilà. Martine sur Solaris. Parce que là, sinon, Martine en burn-out. Martine et Bartleby. Ah putain. Bon, merci à tous d'avoir écouté. On remercie, on le fait pas assez souvent, Emma Bertin pour ses visuels. Merci beaucoup, c'est banger. Si vous voulez voir son travail, évidemment, son lien est dans la description de ce podcast. Là, on sait pas quel visuel on aura pour cet épisode. Au moment où on enregistre, mais on sait que ce sera banger. Comme toujours. Donc, merci à toi. Merci à tous. On va vous faire des bisous. Je crois que c'est de coutume de dire bisous. Donc, bisous. Et des bisous. T'en es où là sur le truc ? Moi j'ai un truc encore un peu de lore, mais je sais pas si je vais le dire. Ouais, si tu veux, moi je parle du fait que la station n'est plus un simple lieu d'observation. Moi je parle de la station. Les interactions humaines, non. La station, tout à fait. Vas-y, parle-moi un peu de la station. Quoi. Mon regard est tellement biaisé. T'imagines, t'as une interro sur Solaris le lendemain, t'écoutes un podcast et genre on te parle de rien. Toi tu te dis ouais c'est un podcast qui va me sauver pour une évaluation le lendemain en français. Non, pas du tout. Mais par contre la station d'observation, on n'est pas là pour vous aider les potes. J'étais toujours sur sa tentative de télépathie sur l'océan. Ah oui, j'ai zappé ça, vas-y, parle. Chacun ses kiffs.